Alors, deuxième partie, maintenant on est sur les questions du jury, sur le lemme des noyaux et après sur la démonstration de l'application que j'ai donnée à la fin du lemme des noyaux. Donc pour commencer, des questions autour de ce lemme des noyaux. Première question, que pouvons-nous dire sur les polynômes d'endomorphisme? Alors c'est une question qui peut paraître assez vague. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les polynômes d'endomorphisme? La première chose, c'est que, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si je prends deux polynômes qui sont dans le cas de X, ce qu'on peut dire, c'est que P de Q de U c'est égal à P de U en Q de U. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que il commute. Et P de U en Q de U, c'est égal à Q de U en P de U. Voilà. Donc, du coup, ça amène à une deuxième question, bah, c'est de démontrer qu'on a bien ça. Donc, pour démontrer ça, je fais de la façon suivante. Donc, petit i et 2i, donc soit P qui va s'écrire sous la forme la somme des PI xi pour i allant de 0 jusqu'à n, et Q, voilà, la même chose, une somme pour j allant de 0 jusqu'à n, et Q, j, xj. Alors, si je fais P fois Q, du coup, ça me fait la somme pour i allant de 0 jusqu'à n de la somme pour j allant de 0 jusqu'à n, et PI fois QJ fois X I plus J. Voilà, ce qui veut dire qu'après, en prenant la définition en U, P de Q appliquée en U, c'est donc la double somme des PIQJ des U exposant I plus J. Et donc là, on a la composition qui arrive. Donc c'est pour I allant de 0 jusqu'à N, pour J allant de 0 jusqu'à N. OK. Et donc ça, bah, je peux dire que c'est la somme des UI rond UJ. Et donc là, directement, hein, je peux dire que c'est la somme pour I allant de 0 jusqu'à N des PI UI fois la somme pour I allant de 0 jusqu'à N des QJ, c'est-à-dire P de U rond de voilà, voilà. Je me demande si j'ai pas fait une petite erreur. La somme. Ça me paraît correct. Voilà, et sur le fait que ça commute, eh bien, je prendrai un argument peut-être assez rapide qui uniquement sur la composée ici. Donc, ça, c'était le petit i. Et pour le jeudi, sur le fait que ça commute, on peut peut-être le montrer sur la base canonique et donc en fait juste dire que U, I, O, U, J égale à UJ, donc UI. Et donc, du coup, sur la base canonique, tout convient. Voilà. Je sais pas si.
sur la base canonique, euh, ça marche. On est bien. La commutativité. Voilà. Question suivante, c'est par rapport peut-être ici au théorème de Bézout. En fait, on a dit que les polynômes P1, PR étaient deux à deux premiers entre eux. Donc, une question, ça pourrait être quelle distinction on fait entre deux à deux premiers entre eux et globalement premiers entre eux. Donc, deux à deux premiers entre eux, c'est plus fort que globalement entre eux, puisqu'on pourrait imaginer que s'ils sont globalement premiers entre eux, je pourrais avoir euh, un, un coefficient commun, un, un, un sous-polynôme commun, on va dire, entre P1 et PR-1. Et donc, on pourrait avoir un diviseur commun à P1 et P2. Mais comme ce diviseur n'est pas présent dans PR, eh bien, ils sont quand même globalement premiers entre eux. Alors que quand on dit premier entre eux, 2 à 2, ça signifie que si j'ai un diviseur de P1, ce diviseur-là, il est nul, il est dans aucun des autres pays différents de P1. Voilà. Et donc, ça nous permet d'arriver à un théorème de Bézout généralisé quand on a des polynômes qui sont globalement premiers entre eux. Et c'est justement l'application que je propose à la fin. Voilà, en question suivante, ce sur quoi on pourrait tomber. À quoi servent les polynômes d'endomorphisme? Ça aussi, ça pourrait être, je pense, une question qui serait posée. Alors, à quoi servent les polynômes d'endomorphisme? Je dirais que l'une des réponses qu'on pourrait apporter, c'est à faire de la réduction d'endomorphisme et donc, par exemple, diagonaliser ou trigonaliser une matrice ou un endomorphisme. Et donc, dans ces cas-là, il faut être capable d'énoncer des critères de diagonalisation ou de trigonalisation. Et ça, c'est une nouvelle fois, comme dans la première leçon, ça peut être en lien avec les polynômes. On va faire appel aux polynômes caractéristiques et on peut dire qu'en fait, un endomorphisme est trigonalisable si son polynôme caractéristique est scindé, c'est même si et seulement si son polynôme est scindé, polynôme caractéristique, et diagonalisable, c'est si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé à racine simple. Voilà, globalement, pour les deux principales propriétés sur diagonalisable, trigonalisable. Ce qui veut dire que, en fait, comme si on se place sur un corps algébriquement clos, ben, on sait qu'il est forcément scindé, et donc puisqu'il est forcément scindé, l'endomorphisme ou la matrice associée seront trigonalisables quoi qu'il arrive. Donc, si on se place sur l'ensemble des nombres complexes, on aura du coup un polynôme caractéristique scindé, et donc on pourra le trigonaliser, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà pour un petit peu les questions du pense qu'on a à peu près fait le, le tour. Le fait que ça commute ici, on l'utilise quand même tout le temps dans la démonstration du lemme des noyaux. Donc, il faut quand même réussir à être au clair sur cette notion de commutation, commutativité. Bien, maintenant essayons de faire la démonstration de cette application. Donc, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Voilà. Donc, je rappelle l'application. On prend un polynôme annulateur de U. Ça veut dire que quel que soit, je vais le faire ici, hop, quel que soit x appartenant à E, P U appliquant à x, ce sera égal à 0. Dit autrement, P de U, c'est égal à 0. Alors attention, ce n'est pas le même 0. PU de x, c'est le 0 de E, de l'espace du K espace vectoriel, alors que P de U, c'est le 0 des applications linéaires, donc des endomorphismes. Voilà. Une fois qu'on est au clair sur polynôme annulateur, on nous dit que P1, P2, PR
Donc, on a un polynôme qui s'écrit comme un produit de P1 jusqu'à PR. Tous les PI sont 2 à 2 premiers entre eux. Et on nous dit que la projection du noyau de PU sur le tiers de PI de U, parallèlement à la somme directe de tous les autres, donc avec le lemme des noyaux ici, on voit qu'on est en train de parler de quelque chose qui a un sens. C'est un polynôme en U. OK? Alors, polynôme en U, première chose, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ça. En fait, il faut poser pas mal de choses. Donc, on pose quel que soit I appartenant à un R, UI, c'est le produit de tous les polynômes pour tous les J différents de I des PI, des PJ, pardon. Voilà. Donc, en fait, on fait le produit de tous. Donc, c'est presque P auquel on enlève le PI en question. Eh bien, comme tous les pays sont 2 à 2 premiers entre eux, ça veut dire ici que tous les pays sont globalement premiers entre eux. Et puisqu'ils sont globalement premiers entre eux, eh bien là, on peut utiliser le théorème de Bézout élargi, qui nous dit qu'il existe euh, un R uplet, je vais les noter à R, c'est des éléments de 4 de X, donc des polynômes, euh, tels que la somme pour I allant de 1 jusqu'à R des AI UI est égal à 1. Alors, plutôt que de l'écrire sous cette forme-là, comme j'ai fait pour le lemme des noyaux, je vais l'appliquer directement en U. Donc, c'est le produit des AI UI appliqué en U, ce sera l'identité de E, c'est-à-dire que si je prends un X de mon espace E, donc j'applique ça en X, ce que j'obtiendrai, c'est la valeur de X exactement. Et ensuite, on pose petit pi qui sera égal à AI fois I de U. OK? Bon, ben voilà, en fait, on a le bon candidat ici. Nous avons le bon candidat. Alors, vérifions que c'est bien le bon candidat. Donc là, il y a quand même pas mal de travail à faire. Première chose, c'est un polynôme en U. Alors ça, on n'a pas besoin de vraiment détailler ce fait-là, hein. AI fois QI, c'est un polynôme. On l'applique en U, donc PI est un polynôme en U. Ça, c'est la première chose. PI est un polynôme en U. Deuxième chose, on va montrer que c'est un projecteur. Alors ça, ici, ça c'est posé quel que soit I appartenant à un R. Donc PI est un projecteur. Comment on montre ça? Eh bien, en fait, pour montrer que c'est un projecteur, on va montrer que euh, PI carré de X, c'est égal à PI de X. Voilà, quel que soit X appartenant à E. C'est l'une des définitions de projecteur que l'on peut donner. Donc, comment on va faire ça? En fait, là, on va utiliser aussi, là,
cette propriété-là. Je pense que ça, je vais l'encadrer en rouge parce qu'en fait, on va l'utiliser trois fois plus. Donc, comment on l'utilise ici? On va le faire de la façon suivante. Quel que soit J différent de I, là, PJ rond PI de X qui est égal à 0, car P divise QI fois QI, et donc QI fois QJ en U de X, c'est égal à 0, puisque P est un polynôme annulateur. Bon, je peux le remettre, hein, car P annule est un polynôme annulateur de U. Voilà, maintenant, on utilise l'étoile, autrement dit le théorème de Bézet, généralisé, et on obtient que PJ rond la somme pour I allant de 1 jusqu'à R de PI de X, ceci. Donc ça, c'est égal, d'après la propriété que j'ai encadrée en rouge. Ah, ouais, oui, ici, AI, QI de U, c'est PI, hein. Donc ça doit être égal à PJ de X. Je vais le noter ici, puisque c'est PJ rond l'identité. OK, et ça, eh bien, c'est égal à 0 partout si J est différent de I. Donc, c'est égal à PJ. Donc, finalement, il ne reste que PJ de X, c'est-à-dire à PJ carré de X. OK? Et donc, là, c'est bien sûr quel que soit le J appartenant à R, que l'on a ça. OK? Donc, tous les PJ sont bien des produits. OK, ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, on va montrer que euh, du coup, qu'est-ce qu'on avait à montrer? On revient ici pour pas se perdre. Un projecteur de Kerr de PU euh, sur Kerr de PI de U. Donc là, il faut qu'on montre que l'image de petit PI, c'est le Kerr de grand PI. Donc, on va le noter euh, alpha. L'image de PI, c'est exactement le noyau de grand PI de U. Et c'est ça, le noyau de PI, c'est exactement la somme directe pour tous les J différents de I, des noyaux, des PJ de U. Voilà. Et donc, si on a montré ça, on aura bien la propriété au OK, entre le alpha et le bêta. Donc là, en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est à montrer qu'on a bien alpha et qu'on a bien bêta. Le reste étant déjà donné. Pour démontrer ça, on y va étape par étape. On va commencer par démontrer alpha par double inclusion. Donc, pour avoir la double inclusion, donc, montrons alpha par double inclusion. Donc, d'abord, dans ce sens, donc soit Y appartenant à l'image de pays.
Et on part de ce côté-là. L'objectif, c'est d'arriver au fait que le Y, il est bien dans le noyau de PI2. Autrement dit, on veut démontrer que PI de U appliqué en Y, c'est égal à 0. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer PI de U appliqué en Y. Donc, ça, c'est PI de U euh, de Y. C'est quoi? Ça veut dire qu'ici, il existe un X appartenant à E, tel que PI de X soit égal à Y. Donc ici, c'est égal à... euh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Petit p de U multiplié en X. OK? Ça, c'est bon. Du coup, ça nous fait PI de U rond. Petit PI de U. Donc là, j'applique la définition de petit PI de U. De U, c'est AI de U rond QI de U. Et donc ça, on l'applique en X. Ce qui nous fait donc ici, on peut compter tous les polynômes en U. Donc AI de U, je le mets en premier. Donc QI de U, c'est le produit de tous les PJ de U dans lequel on exclut PI. Et si on lui ajoute PI de U, eh bien on a exactement PI. Or, P, c'est un polynôme annulateur de U, donc on sait que ça nous fait 0. Donc AI de U appliqué en 0, ce qui nous fait bien 0. Ok. Ce qui veut dire que Y est bien dans le noyau de PI de U. Et donc, on a démontré la première inclusion ici. Deuxième inclusion. Dans ce sens-là, donc soit X appartenant au noyau de PI de U. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? Je pense qu'on va utiliser ici une nouvelle fois étoile. Donc, on va utiliser étoile. Donc, je vous rappelle que étoile, c'est la somme pour I allant de 1. Est-ce que je mets J jusqu'à R des PJ de X peut être égal à X. OK? Donc ça, on le sait. Or, ici, oui, c'est ça. Quel que soit J différent de I, ce qu'on a, c'est que PJ de X, c'est AJ de U rond QJ de U appliqué en X, c'est-à-dire AJ de U rond le produit pour tous les cas différents de J et PK de U appliqué en X. Donc là, je fais intervenir un troisième élément, hein. J'avais un I, j'avais un J, et là, je fais intervenir un K, mais j'ai pas trop le choix pour le détailler le plus possible. Là, je peux dire que c'est AJ de U rond le produit pour tous les cas différents de J, et je prends cas différents de I aussi, et PK de U, tout simplement parce que, en fait, je veux rajouter ici mon PI de U appliqué en X. Or, on sait que ça, c'est égal à 0. Et donc, du coup, on a cascade en N. Tout ça, ça nous fait bien 0. Vraiment un petit peu. Attends, je suis en train de travailler. Tu vas voir moi? Excusez-moi, petite intervention extérieure. Alors, je reprends. Du coup, c'est égal à 0. Voilà. J'étais en train de me dire, mince, du coup, je suis dans le noyau de quelque chose et ça m'embête. Bah non, en fait, ça m'embête pas du tout, puisque là, je vais pouvoir utiliser ceci de la façon suivante. Quel que soit
Donc là, on a pris pour tout j différent de i, c'est égal à 0. Et donc ça signifie ici qu'on arrive exactement. Pourquoi on arrive exactement où on veut? Parce que du coup, on a que la somme pour j allant de 1 jusqu'à r des petits pj de x, c'est égal à, ils valent tous 0 à partir du moment où ce n'est pas i, donc du coup, il ne reste que pi de x, et ça, on sait que c'est x. Donc du coup, x, ici, il appartient bien à l'image de pi, puisque si j'applique, si je prends l'élément x et que je l'applique en pi, j'obtiens l'élément x. Donc c'est bien dans l'image de pi. Voilà, donc du coup, ça montre alpha. Maintenant, on montre en bêta. Donc, je l'ai marqué où bêta? Il est par là? Bon, voilà. On va se rappeler de ce qu'est bêta. Le noyau de PI, c'est la somme directe des noyaux de tous les PJ de U pour J différents de U. Je vais le remarquer pour pas me perdre. Dire que le noyau de PI, c'est exactement la somme directe pour les J différents de I des noyaux des PJ de U. Voilà. Alors, comme pour le alpha, ici, on va le démontrer par double induction. Donc, ici, première inclusion, soit x appartenant au noyau de PI. Ça veut dire que PI de x égale 0. J'ai envie de dire que là, on va utiliser la même propriété qui est encadrée en rouge, c'est-à-dire étoile, et on obtient que la somme pour J allant de 1 jusqu'à R de PJ de x, c'est égal à la somme pour J différent de I, puisque en PI de x, ça vaut 0, et PJ de x. Et donc ça, d'après étoile, c'est égal à x. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, euh, c'est ça. Là, on a bien une somme d'éléments. On pose. Donc, on a bien notre somme d'éléments ici, qui correspond à ça, là. On n'a pas exactement cette somme-là, mais on a quelque chose qui ressemble. La somme des PJ de x. Donc là, on pose xj, xj qui est égal à PJ de x, quel que soit j différent de i. Donc, pour tout élément compris entre entier naturel compris entre 1 et r, différent de i. Alors, euh, xj, ça appartient à l'image de pj. Ok? Parce que xj, je l'ai construit comme étant l'image d'un élément de e par pj. Or, après alpha, l'image de pj, c'est égal au noyau de grand pj de u. Donc, on a un x qui s'écrit comme une somme pour tous les j différents de i de xj avec xj qui appartient au noyau de pj de i. Ce qui montre bien la première inclusion. Deuxième inclusion, et ça terminera ici notre application.
Donc, dans ce sens-là, soit x qui appartient à la somme directe pour tous les j différents de i des noyaux des PJ de U. Donc, du coup, ça veut dire qu'il existe, on va les noter comme ça, euh, x1, xr appartenant euh, du coup à quel de P1 de U. Ouais, là, en fait, il faut qu'on exclue un élément, donc je ne peux pas vraiment l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça. Quel que soit J différent de I, il existe un XJ appartenant auquel de PJ de U, tel que, tel que X s'écrive comme la somme pour les J différents de XJ. Voilà. Donc là, j'ai réussi à exprimer notre X comme une somme directe de noyaux de grand PJ de U. De cette façon-là, maintenant, il faut montrer que ceci, on est là, donc que notre X, il est dans le noyau de PI, donc il faut calculer PI de X. PI de X. Alors, PI de X, c'est quoi? Ok, c'est égal à AI de U, donc II de U appliqué en X, c'est-à-dire que PI de X, alors là, je vais faire intervenir pas mal d'éléments distincts, j'espère que vous arriverez à suivre. AI de U rond le produit pour tous les J différents de I des PJ de U appliqué en X, c'est la somme pour tous les cas différents de U des XK. Voilà. Et donc maintenant, en fait, je vais regrouper tout ça ensemble. Euh, on utilise la linéarité de nos endomorphismes. Donc, du coup, ici, peux l'appliquer sous cette forme-là. C'est la somme pour K différent de I des AI de I rond le produit. Là, je vais mettre J différent de I et je vais en profiter pour mettre J différent de K des PJ de U appliqué. Je rajoute du coup le dernier élément que j'ai exclu ici, P K de U, et tout ça, ça doit être appliqué en notre XK. Et donc, j'ai fait la somme pour tous les cas différents de I. Donc, du coup, je vais bien faire la somme de X1, X2, etc. Pour cas différents de I. OK? Et il se trouve que ça, notre XK, il est dans Ker de grand PK de U. Donc, du coup, ça fait 0. Et donc, de nouveau cascade en pleine. P de X, c'est une somme de 0. Donc, du coup, ça nous fait 0. Voilà. Et donc, on a l'implication réciproque, ce qui montre, du coup, le bêta. On a donc fait la démonstration complète de l'application. On voit que c'est une application qui est très proche du lemme des noyaux, qui utilise uniquement la notion enfin, pas uniquement, mais la notion de premier entre eux globalement, qui permet d'utiliser le théorème de Bézout généralisé. Et donc ça nous permet de faire une belle application en lien avec le lemme des noyaux, qui est quand même assez technique. Il faut l'avoir pas mal travaillé, mais en fait, une fois qu'on l'a travaillé, la démonstration, elle déroule assez facilement et je la trouve assez intéressante.
Voilà pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à une prochaine.